Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Bernard Werber. Il est écrivain et c'est même un des auteurs français les plus lus au monde avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés. Bernard s'est fait connaître en 1991 avec ses célèbres Fourmis et depuis, il a quasiment sorti un livre par an. Le dernier en date, La Voix de l'arbre, étant sorti fin 2025. Mais la curiosité l'a aussi conduit vers d'autres terrains de jeu. Depuis 2016, il se produit également sur scène dans son spectacle VIE et il vient de lancer son propre podcast. C'était la bonne occasion pour lui poser cette question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? Alors, c'est des podcasts. Okay. Là, c'est une mise en abîme. C'est grâce à toi, j'ai découvert d'abord l'importance du podcast et puis que c'était un outil meilleur que la vidéo. C'est-à-dire que les gens sont plus imprégnés d'informations qui viennent d'un podcast parce que c'est que de l'audio et puis ils peuvent voir d'autres choses en même temps. C'est étonnant, mais a priori, la vidéo, c'est de l'image plus du son. Eh ben, si tu enlèves l'image, c'est plus puissant et ça imprègne plus fort. Donc, je découvre cet outil. J'ai acheté le matériel. J'ai investi 1 000 € pour acheter le casque, tout le machin. Donc, j'apprends comment on l'utilise. J'écoute tes podcasts que je trouve extraordinaires. Et non, mais attends, je suis à bonne école. C'est-à-dire que ce soit dans tes questions, que ce soit dans la manière dont tu gères le truc. Tout l'ensemble est pensé comme une œuvre. C'est-à-dire, c'est l'interview en temps... Moi, j'étais journaliste avant, donc j'interviewais les gens et je vois ce que c'est qu'une interview. Et après, j'étais interviewé comme écrivain. Mais là, ce que tu as fait, c'est autre chose. Les questions que tu poses amènent les gens à sortir juste de leur promotion ou de leur discours habituel. Et ça, c'est assez fantastique. Donc, non seulement je suis fan des podcasts, j'en écoute beaucoup. J'écoute tout particulièrement les tiens, et c'est de Fabien Olicard, et tout ce qui a à voir avec la sociologie, l'histoire. Sociologie, l'histoire et un peu de science. C'est marrant parce que j'ai choisi comme titre l'Atelier des mondes, parce que je trouvais le mot joli. Et maintenant, je me dis, comment faire pour relier les interviews avec le titre de mon podcast ? Et ça devient un challenge, voilà. Après, l'Atelier des mondes, l'avantage, c'est que c'est large. Ça peut englober beaucoup de choses, puisque c'est les mondes qui correspondent à tes invités. Bah oui, ouais. Exactement. Et puis, il y a derrière l'idée de raconter les coulisses d'une fabrication artistique. Le livre, c'est ce que je connais, mais là, j'ai pris Aldebert parce que c'est la musique, mais je vais prendre en compte d'autres artistes dans d'autres domaines pour raconter à quel moment il n'y a rien et tout d'un coup, il y a quelque chose. Oui, parce que dans ton podcast, il faut préciser qu'au début, tu as commencé par faire des épisodes tout seul, où tu traitais des sujets, et puis là, depuis peu, tu as des invités. Voilà, et mon premier invité était Aldebert, et ma deuxième invitée, c'était hier, et c'était Amélie Nothomb. J'étais très fier d'avoir parce qu'elle se déplace jamais, elle n'a pas de téléphone portable, c'est très difficile de la joindre, et j'étais très fier de l'avoir comme deuxième invitée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'Aldebert a dit, moi, je le verrais bien comme nouvelle invitée, Amélie Nothomb. Et ça peut être un concept, ça. Chaque fois, tu invites l'invité que ton invité précédent te suggère. Ben oui, c'est ça. Et elle m'a dit, le prochain, c'est Mathias Malzieu. Donc, j'ai contacté Mathias Malzieu pour qu'il soit le suivant. Génial. Oui, il se passe la patate chaude. Okay. Et hier, j'ai interviewé Amélie Nothomb. Et en fait, j'étais complètement bouleversé par le fait qu'elle s'est tout de suite livrée. Elle a tout de suite été à l'aise. Et du coup, j'étais moins à l'aise qu'elle, tellement elle me racontait des trucs passionnants. Je me disais, comment être à la hauteur des trucs passionnants qu'elle me raconte. Ouais. Et donc, c'est comme si je redécouvrais mon métier de questionneur. Et elle développe formidablement bien. Moi, je connais Amélie Nothomb depuis 34 ans, parce qu'on est chez le même éditeur. Okay. Donc moi, j'ai démarré en 91, elle a démarré en 92. Et on me l'avait présentée comme une sorte de petite jeunette, plein d'avenir. Et j'ai vu comment elle a géré ces trucs. Et c'est un génie. Déjà, je lui ai copié une chose, c'est le rendez-vous mensuel. Elle sort tous les 1er septembre. Je me suis dit, je prends le mois suivant. Donc, je sors tous les 1er octobre. Mais c'est en référence à Amélie Nothomb. Mais sinon, on se croisait souvent. Elle m'avait parlé de l'ayahuasca. Elle m'avait parlé déjà de sa jeunesse. On en avait parlé du Japon. Mais là, ce qu'elle m'a raconté hier, quand l'interview s'est terminée, j'étais comme sonné.
C'est-à-dire, c'est comme si j'avais demandé quelque chose et on m'avait offert beaucoup, beaucoup plus. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Totalement. Ben, les gens qui écoutent ce podcast se rappellent sans doute, je pense, de l'épisode avec Wax, qui était particulièrement bouleversant. Pourtant, c'est un garçon que je connais depuis plus de 10 ans. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans une confession aussi intime, aussi forte. Donc, c'est un peu ce que tu as vécu, finalement. Oui, c'est étonnant parce que c'est de l'ordre de l'accouchement. C'est-à-dire, tu accouches l'autre de ce qu'il a envie de laisser aux auditeurs. On parle de sujets hyper personnels et donc ça permet de faire une psychanalyse en même temps et ça permet de permettre à l'invité de parler des sujets dont il a envie de parler, mais qui ne sont pas ceux dont il parle habituellement. Donc, ça permet de surprendre aussi l'auditeur. Moi, en fait, mes questions reposent sur 2 bases. La première base, c'est quelles sont les questions que j'aimerais vraiment poser à mes amis, à mes proches, si je me permettais de leur poser toutes les questions qui me passent par la tête dans un repas, par exemple. Et généralement, dans ce genre de cadre, dans un repas, il y a des conversations un peu convenues parce qu'il y a des codes, etc. Et là, je me suis dit, je vais poser sur le papier, enfin sur l'écran de l'ordinateur, toutes les questions que je voudrais vraiment poser pour aller en profondeur, pour mieux connaître les gens. Et le deuxième pilier, c'est de partir du principe que quand les gens parlent de ce qui les intéresse vraiment, c'est souvent intéressant. Donc le mélange des deux fait que, en général, ça fonctionne. Alors je dois te dire que tu as touché en fait un endroit hyper sensible de mon système de pensée, parce que j'ai une malédiction. C'est que je n'arrive pas à trouver d'espace pour raconter tout ce que je viens de découvrir. J'ai une énorme frustration. Depuis que je suis petit, je m'intéresse à des tas de choses et après, j'ai envie d'en parler aux autres. Bien sûr. Et en général, par exemple, très rapidement, je me suis intéressé aux civilisations insectes. C'était un truc, vraiment, je devais avoir 11 ans quand j'ai découvert ça. Et j'avais envie d'en parler à tout le monde. Et je voyais bien les gens, ils font « Oh là, bon, ça va, t'as pris 3 minutes. » Pourquoi ils développent le sujet ? Tu vois, les gens ne comprenaient pas pourquoi... Je construisais une histoire avec un début, un milieu, une fin, quelque chose qui allait peut-être prendre 5 à 6 minutes, alors que la conversation est normalement du small talking. Oui, exactement. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, j'ai compris, je fais chier tout le monde en voulant parler des trucs marrants qui m'intéressent. Donc, tu vois, tu touches vraiment le problème. Du coup, toi, t'en as fait des livres et tu t'es aperçu qu'il y avait des millions de gens que ça intéressait finalement tes histoires, donc c'est bien. Alors, mais c'est là où je prends le plus ma revanche, c'est quand je fais le spectacle, parce que là, je les vois m'écouter, et ils ont payé 35 €, et certains, en plus, sont frustrés parce qu'il y avait plus de place, et là, je les vois, et je parle tranquillement. Pas, parce que des fois, quand je vois que ça n'intéresse pas les autres, j'accélère. Ah, je vois tout à fait. Tu vois, et là, je parle tranquillement, je regarde leur réaction, et je les tiens, et ils peuvent pas dire « Bon, écoute, c'est chiant, on passe à autre chose. » Mais je pense que même pour mes compagnes dans ma vie, ça a été pénible de voir « Oh zut, il va encore nous raconter son histoire avec ses fourmis. » Ou « Merde, il va encore nous parler de l'Atlantide. » Ou encore, il va nous parler avec ses histoires de rats et des sociétés de rats. Et ça résonne un peu en moi, ce que tu dis là, je te l'avoue. Toi aussi, t'as ça. Ça arrive, oui. Mais je me dis, j'espère que je vais pas ennuyer mes proches avec mes histoires. Ouais. Mais moi, je crois que j'ennuie. Et souvent, les gens que je côtoie régulièrement, qui se disent « Ah ben là, il nous a déjà raconté cette histoire. Bon, vu qu'il la raconte, on va se lever, aller fumer une clope, ou on va se lever et on va aller amener des plats. » Et je prends ça comme « Zut !» Mais c'est vrai que ça devient... déjà, quand j'étais petit, pour moi, c'était le moment où j'ai envie d'offrir quelque chose. Mais j'ai envie de l'offrir parce que moi-même, j'ai pris énormément de plaisir à le recevoir. Ben oui. C'est-à-dire que moi, les histoires que je raconte, je ne les ai pas inventées. C'est des gens qui me l'ont raconté, souvent à l'oral. Je me rappelle le tout premier type qui me tient à l'esprit, qui m'a instruit comme ça, qui a été une sorte de maître en curiosité. Il s'appelait Michel Vidal. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'Atlantide, l'électronique et la fabrication des avions en balsa. D'accord, donc, c'est assez divers. Oui, c'est assez divers. Ouais. Et j'ai retrouvé, et c'est lui qui m'a inspiré l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et j'ai retrouvé sur Internet, toujours la magie des nouvelles technologies, sur Instagram, ce Michel Vidal, et il est devenu berger dans les Pyrénées.
et il vit avec ses moutons. Incroyable. Et nous avons pu nous reparler et je lui ai dit, faut que tu saches que tu as été un initiateur de beaucoup de mes connaissances. C'est génial. Ouais. Bah alors du coup, parce que moi ce qui me fait plaisir, c'est d'offrir cet espace aux gens. Donc Bernard, est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment ? Alors oui, là ces temps-ci, je me passionne pour la psychosociologie et tout spécialement les phénomènes de conformisme. Alors, il y avait une expérience que je connaissais très bien, qui était l'expérience de H, que tu dois connaître. Avec les lignes sur le tableau. Voilà, on montre une petite ligne et une grande ligne, et il y a un groupe de 9 complices et un seul intervenant normal. Et tous les complices disent que la plus petite des lignes est la plus grande, et quand arrive l'intervenant normal, il est influencé par les autres, et il finit par dire ça. Donc, l'expérience de H, pour moi, c'était ce qui expliquait pourquoi les gens étaient cons, c'est qu'ils veulent juste faire comme les autres, quoi. Oui. Et là, j'ai trouvé la réponse à H, l'expérience de Solomon H, c'est Serge Moscovici qui a fait l'expérience contraire. Lui, il a pris 6 personnes et il y a 4 personnes normales et 2 complices. Il met 4 cobayes, quoi. 4 cobayes et 2 complices. Et on va leur montrer à tous des ronds bleus avec différentes nuances de bleu. Et les premiers cobayes normaux disent bleu. Et les complices ont comme indication de dire tout le temps vert, mais très rapidement et sur un ton très sur deux. Donc, on montre le premier rond bleu, ils disent bleu, 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 vert, vert. Alors déjà surprise chez les bleus qu'ils soient aussi sur deux par rapport à un truc qui est franchement bleu. Ouais. Et l'expérience se reproduit, donc on change les bleus, et il n'y a que ceux-là qui sont toujours clairs. Eh bien, à force, je ne me rappelle plus le chiffre exact de reproduire l'expérience, il y a 30% qui commencent à douter. 30% qui se disent que finalement c'est bleu ou vert, que c'est des... Et il y en a 9% qui basculent pour dire que c'est du vert. Donc, ça veut dire c'est le pouvoir des minorités. Tout à l'heure, on parlait de l'influence de la majorité sur l'individu, mais il y a le pouvoir d'une minorité sûre d'elle et qui répète toujours la même chose, qui finit par faire changer d'avis la majorité. Et donc, ça, c'est l'espoir. Le conformisme, ça veut dire qu'on va tous devenir cons, mais le pouvoir de la minorité, ça veut dire qu'un petit groupe commence à trouver choquant l'esclavagisme, et finalement, ça va rentrer dans l'esprit, de même que le féminisme, de même que l'écologie. Il y a plein d'idées qui, au début, ne touchaient qu'une infime partie de la population, et parce qu'ils ont été clairs, nets, qu'ils ont répété le même message, ils ont fini par faire changer, faire basculer l'ensemble du groupe. Et je crois au pouvoir du petit groupe fort et qui a des bonnes idées. C'est super intéressant, parce que dans le cas de l'expérience de H, on a donc des gens qui se soumettent à l'autorité du plus grand nombre. Donc, il y a un désir de conformité, de conformisme, pour ne pas être finalement éjecté du groupe. Donc, on se conforme à l'avis du plus grand nombre, même si ça contredit notre perception. Mais dans le cas de l'expérience de Moscovici, donc, c'est l'influence de la minorité. On a un petit groupe de gens qui affirment avec détermination ce qu'ils pensent, même si, pour le coup, ça contredit clairement la réalité. Et à cause de cette certitude, le groupe majoritaire va être chamboulé dans ses certitudes. Exactement. Donc, c'est quand même une question de détermination et de certitude, parce que dans l'expérience de H, on a des gens qui hésitent à insister dans leur perception parce qu'ils ont peur d'être vus bizarrement par la majorité du groupe. Donc, il y a une perte de confiance finalement, alors que dans l'expérience des couleurs, les 2 personnes qui vont affirmer que c'est vert alors que c'est bleu, il y a une démonstration de confiance. Et ça aussi, ça a un impact très fort sur nous. Quand on a une personne qui est très confiante et qui dit quelque chose auquel elle croit vraiment, ça peut être une influence très forte également. Et ça rentre en phase avec mon travail actuel. Mon nouveau roman a pour thème à quel moment on doute, à quel moment la vérité est remise entièrement en question, à quel moment la vérité disparaît, et à quel moment le groupe prend plus d'importance que l'individu, et à quel moment l'individu prend plus d'importance que le groupe. Ce sont des choses qui me fascinent depuis que je suis petit.
comment dire, j'étais un enfant solitaire qui rêvait de créer des communautés de gens qui s'entendent bien et dans lesquelles tout le monde est égal. Et je sais pas pourquoi. Quand j'étais enfant, je dessinais partout des groupes d'amis qui se mettaient tous dans un vaisseau spatial et qui allaient fonder une colonie pour redémarrer l'expérience humaine à zéro. J'ai dû commencer à faire des vaisseaux spatiaux avec des gens dedans vers 5 ans. C'est-à-dire, c'est comme si je suis arrivé avec je veux créer une communauté de gens sympas et on va partir sur cette planète et faire autre chose ailleurs. Et ça m'a inspiré bien plus tard, donc Le Papillon des étoiles, qui est mon livre un peu Arche de Noé, où toute l'humanité part d'un immense vaisseau de 32 km de long qui comprend 50 000 personnes. Alors Bernard, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu voudrais nous parler parce que tu la trouves particulièrement intéressante? Un livre, un film, peu importe. Alors, spontanément, j'ai Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Le tableau, d'accord. Qui est un tableau qui fait 2 mètres sur 3 quand même, hein, donc c'est un mur pratiquement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais pas ce qu'il a pris comme produit, le type, quand il a fait ça. Donc ça a été fait en 1500. Hein. Ce que ça raconte, c'est le paradis, le purgatoire, enfin notre monde. Et l'enfer. Et l'enfer. Et les images de l'enfer et de la guerre, de la peste, avec il y a un type tout nu sur lequel sur les fesses, il y a écrit des notes de musique et actuellement, on joue le morceau qui est dessus. Il y a plein de codes partout, il y a plein de détails à regarder. Et c'est une œuvre immense. Je me suis dit... Tu te souviens où tu l'as vu? Alors, je sais que c'est en Espagne. Je crois que c'est au Prado. Ouais, au Prado. Il est au Prado à Madrid. Il est au Prado à Madrid et moi, je trouve que c'est l'œuvre absolue. C'est-à-dire que le type, il y a des détails à regarder partout. D'ailleurs, il y a un groupe que j'adore qui est Dead Can Dance, qui faisait les pochettes des disques avec des extraits de cette œuvre. C'est un triptyque. Et ça a une autre particularité, c'est que si tu le regardes de l'autre côté, tu vois Dieu en train de fabriquer le monde dans une sphère. Et il y a un autre tableau derrière le tableau. D'accord. Aussi grand. Et c'est un Dieu qui est assis, je crois me souvenir, devant un bureau, qui est en train de décrire le monde qu'il veut qui existe. Et on voit une sorte de plateforme sur laquelle apparaissent les forêts et les êtres, mais pas encore les animaux qu'on va voir de l'autre côté. Okay. Et puis il y a toutes sortes d'animaux, des griffons, des hybrides, tout ça. Donc j'ai l'impression que cette œuvre parlait beaucoup à beaucoup de mes livres, que ça soit tout à l'heure je parlais des hybrides, mais par cette réflexion sur qu'est-ce qui nous rend heureux et malheureux, la guerre, l'amour, les animaux, la nature, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de sujets dans cette œuvre. Par rapport à Bosch, moi ce que je trouve étonnant, c'est que, comme tu le disais, c'est un peintre du Moyen-Âge, et pourtant, encore aujourd'hui, il inspire des artistes. Je crois que c'est Dali qui était fan absolu de Jérôme Bosch, et je pense j'adore Dali, donc maintenant je comprends mieux. Voilà, il y a une connexion entre les deux, et je pense qu'à l'époque, Bosch était un peu seul dans sa ligue, c'est-à-dire qu'il avait des visions qui n'appartenaient qu'à lui, et il n'y a pas vraiment d'équivalent de la folie hallucinatoire de Bosch, et donc je pense que c'est pour ça que aujourd'hui encore, il est aussi apprécié, c'est parce qu'il avait créé son propre univers, et aujourd'hui, je pense que ça nous paraît aussi fou que ce que ça devait paraître dingue à l'époque. Ça me fait penser un peu au dessin que faisait Moebius. Moebius, il fabriquait aussi. J'ai eu la chance de rencontrer cet être humain extraordinaire-là. C'est la grâce même faite dessinateur, et il fabrique des êtres partout, très facilement, mais très très vite. J'ai vu dessiner devant moi plein de fois, et voilà, il y en a qui ont la grâce et la connexion à je ne sais pas quoi, mais une connexion qui est au-delà de l'humanité. Est-ce que tu peux me parler d'une des expériences les plus intéressantes que tu aies vécues? Alors, avec le recul, si on m'avait dit un jour que j'allais vivre ça, j'aurais dit no way, pas de possibilité. Bon, j'essaie de raconter vite parce que je t'ai dit, mon problème, c'est que je développe. Alors, quand j'étais enfant, je mettais des fourmis dans des bocaux et je faisais des élevages. 2, ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas de reine. Point barre. Mais 3, j'ai lu plein de choses sur les fourmis. Ensuite, quand j'ai créé mon journal de lycée qui s'appelait La soupe à l'ozen, j'ai fait une bande dessinée sur les fourmis dans laquelle j'imaginais que j'étais une fourmi et qu'on créait un royaume fourmi.
Et après, quand j'étais devenu journaliste, il y a eu un concours de la meilleure idée de reportage faite par les cigarettes News qui voulaient donner une image de jeunes reporters. Et j'ai proposé d'aller faire une enquête sur les fourmis maniants, qui sont ces colonnes de fourmis gigantesques, comme des ruisseaux, qui coulent et qui envahissent tout et qui détruisent tout sur leur passage. Donc j'ai été sélectionné, probablement parce qu'ils ont des chiffres qui ne sera pas capable de faire le truc. Puis personne n'avait entendu parler de ça parmi les jurés. Et donc ils me payent le billet, je me retrouve à suivre une équipe de scientifiques qui à ce moment-là se trouvait en Côte d'Ivoire. Donc je prends l'avion, ça a dû arriver 1 mois après que j'ai eu le prix. J'ai acheté un appareil photo, un Nicormat. C'est ces trucs à très grand téléobjectif parce que je savais que j'allais faire des photos macro. Et je débarque à Abidjan. Et après, il s'appelait il s'appelait Professeur Leroux. Il est venu me chercher. Bon, je refais. Il s'appelait Professeur Leroux. Il est venu me chercher avec sa Peugeot tout-terrain. Et on a commencé sur l'autoroute, puis après sur la départementale, puis après sur une piste, et puis après sur rien du tout. On avance sur la terre et on a débarqué dans une tribu. C'était une tribu baoulée et il y avait un centre scientifique qui était au milieu de la tribu baoulée. Donc on a vécu au milieu de cette tribu dans laquelle il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pratiquement pas d'électricité, c'était des systèmes des générateurs, ouais. Il fallait filtrer son eau, il fallait aller au marécage, filtrer l'eau et tout. Donc j'ai découvert la vie dans la jungle. Et puis est arrivé le jour où on nous a signalé qu'il y avait une émergence d'une colonne de fourmis. Et on est arrivé, d'abord, ils nous ont dit qu'il fallait prendre des grandes bottes d'égoutier parce qu'on allait marcher au milieu des fourmis. Et les fourmis maniants sont des fourmis aveugles, mais qui ont des mâchoires extrêmement tranchantes et qui détruisent tout. C'est les petits Attila. Et malheureusement, il n'y avait plus de grandes bottes d'égoutier à ma taille. C'était du 37 maximum, je fais du 43. Et donc, du coup, j'ai juste mes pâtes au gaz que j'ai mis dans mes chaussettes. Et le professeur Leroux m'avait dit, surtout fais bien attention qu'elles ne rentrent pas par tes orifices parce qu'elles vont essayer de rentrer à l'intérieur pour te bouffer de l'intérieur. Et j'avais pas pensé à ça. Donc, il m'a dit, fais gaffe à tes oreilles, fais gaffe à tes narines, à ta bouche, et serre les fesses. Donc, et c'est un peu surprenant comme expérience. Oui, j'avoue. Et on s'est retrouvés, on a suivi une colonne. Alors déjà, j'ai photographié et tout. Et puis, à un moment, c'était midi, donc il fait très chaud. Elle fabrique un bivouac. Il faut voir quand même que c'est, 200 millions de fourmis. C'est une masse énorme. Et quand un bivouac, c'est beaucoup, beaucoup de fourmis. Et plutôt grosses. Plus grosses que nos fourmis d'Europe. Et on a fait un fossé autour du bivouac parce qu'il fallait trouver la reine. Et moi, je voulais photographier la reine. Elle est très grande. Elle fait la taille de mon index. Je le montre devant le micro. C'est un bel animal. Et dès qu'on a commencé à toucher la zone où il y avait les couloirs et tout, elles nous ont sauté dessus. Donc les autres, avec leurs bottes d'égoutier, ils étaient à l'aise. Ils avaient mis en plus un produit répulsif. Et moi, qui n'avais rien du tout, j'étais recouvert de fourmis. Wow. Mais je voulais quand même avoir la photo de la reine. Donc je serrais les dents, je serrais les fesses. Et puis je cherchais, je savais qu'on allait finir par la voir. Puis on a fini par la trouver. J'ai fait les photos. Mais les autres m'ont dit, vite Bernard, il faut que tu te dégages. J'étais recouvert de fourmis. Alors, il faut voir une chose, elle ne perce pas jusqu'au sang. Donc, c'est comme si elle te piquait. C'est comme de l'acupuncture, mais un peu plus hard. Okay. Mais par contre, elles étaient partout. Elles étaient rentrées sous ma chemise et elles mordent et elles lâchent plus. Et après, j'utilisais ma machette comme si un rasoir, pour les sortir tous. Et après, je me rappelle quand je rentrais en France, il y avait dans tous mes vêtements, il y avait tous les vêtements que j'avais amenés là-bas, il y avait encore des têtes de fourmis plantées. Ah ouais. Et c'était une expérience forte parce que je me suis dit, personne n'a vécu ça. 2, je vais au bout de mon rêve de parler des fourmis. Et 3, je m'en suis tiré. Et je m'en suis tiré parce qu'ils m'ont sorti et qu'ils m'ont sorti à temps. Donc, je dois quand même ma survie aux collègues scientifiques qui ont pris l'initiative de comprendre que j'étais quand même un peu en danger. Par rapport aux piqûres de fourmis, moi, il y a un truc que je trouve très surprenant, c'est le fait que une des piqûres les plus douloureuses vient d'une fourmi, la fourmi balle de fusil. Ouais. C'est quelque chose qu'on a souvent vu en vidéo, notamment. Il y a des gens qui parfois s'essaient à ce rite initiatique d'une certaine
tribu qui met ses mains dans 2 gants remplis de fourmis balles de fusil. Et c'est une douleur quasi insoutenable, apparemment. Et c'est vrai qu'on pense pas spontanément à la fourmi quand on pense à une piqûre douloureuse. On va penser à un scorpion, à une araignée, à ce genre de choses. Mais la fourmi peut faire très, très mal. Elle maîtrise vraiment bien la chimie. C'est-à-dire que c'est une espèce, pour rappel, les fourmis sont sur Terre depuis 120 millions d'années. Nous sommes au mieux sur Terre depuis 3 millions d'années. Et pour l'Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Donc 120 millions d'années, elles ont pu faire beaucoup de choses. Et il y a plus de 12 000 espèces de fourmis différentes. Donc elles font vraiment beaucoup de choses. Elles peuvent être adaptées au froid, au chaud. Il y en a des petites qui sont même pas visibles. Il y en a des très grosses. Et les fourmis maintenant sont parmi les plus grosses. Elles savent fabriquer des cités, elles ont de l'agriculture. C'est un monde. C'est vraiment un monde. Mais là, après avoir écrit les fourmis, j'ai découvert les fourmis argentées du désert. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Non, je crois pas. Ah, alors ça, j'ai regretté de ne pas l'avoir trouvé au moment. Mais un jour, peut-être, j'en parlerai. C'est une fourmi qui vit dans le Sahara, dans la zone la plus chaude du Sahara. Et vers midi, il y a une température qui correspondrait à une poêle à frire. C'est-à-dire, si tu prends un œuf, tu le poses sur le sable, il cuit tout de suite. Ces fourmis se sont adaptées à cette chaleur. Et elles sont pas capables de chasser, elles vivent en récupérant le corps des autres animaux qui ont cuit parce qu'ils n'ont pas fui à temps. Okay. D'accord ? Donc, leur unique source de nourriture, c'est les animaux chopés par la chaleur et qui n'ont pas pu fuir. Mais c'est tellement chaud qu'aucune forme de vie peut survivre. Alors, elles ont développé plein de gadgets pour survivre. Le premier gadget extraordinaire, c'est que leur corps est recouvert comme du chrome, c'est-à-dire elles sont comme du miroir. C'est très très beau. Elles ont tout leur corps pour refléter le soleil. Okay. C'est des tout petits cristaux qui font un effet miroir. 2, elles ont les pattes plus hautes pour que le corps soit le plus loin possible du sol. Mais la chose la plus étonnante, c'est que c'est l'animal le plus rapide du monde. Ah bon ? À tous les niveaux. C'est un rapport taille-vitesse. C'est comme si elle courait à 250 km/h, si un humain courait à 250 km/h. Donc il est ultra rapide pour pas cuire, pour pas mourir. Et c'est aussi l'animal le plus social. Alors, comment ça se passe ? Plus social, je vais expliquer pourquoi. Parce que elles ont besoin, pour ramener un gibier, de le faire à plusieurs, sachant que la plupart vont mourir en ramenant le gibier. Parce que même avec tous ces gadgets, elles cuisent quand même. Donc, il y a une distance qu'elles peuvent faire. Donc, elles courent. Dans le désert, elles font un petit tour. C'est très rapide. Elle court, mais c'est très spectaculaire. Elle court très vite. Elle tourne pour se repérer par rapport au soleil pour pouvoir retrouver le chemin du retour. Donc, elles font des sortes de zigzags. Puis, elles comptent les zigzags. Elles comptent le remplacement par rapport au soleil. Et elles reviennent pour dire, j'ai trouvé un gibier. Il faudrait qu'on aille en petit groupe. Donc, il y en a une qui va aller là-bas. Elle va le ramener un peu. Elle va mourir brûlée. Une autre va y aller, elle va mourir aussi brûlée, et ils vont toutes, pour arriver à ramener le gibier, elles vont toutes se sacrifier. Okay. Elles ont même un sang qui a une sorte de glucose à l'intérieur qui leur permet aussi de tenir la chaleur. En tout cas, c'est l'animal qui résiste le mieux à la chaleur et qui est le plus rapide, et elles sont très très belles parce qu'elles ont ce corps tout chromé. Ouais. Et vu que notre planète est quand même condamnée à être de plus en plus chaude, il est probable que ce ne seront que ces fourmis-là qui survivront, car il n'y a qu'elles qui peuvent supporter les très grandes températures. Même tout ce qui est scorpions, araignées, il y a plein d'autres animaux ou serpents qui sont très adaptés, mais pas au point de ces fourmis argentées du désert. Si vous avez l'occasion, vous pouvez faire je pense sur YouTube, il y a plein de documentaires où on montre ça, et c'est un animal extraordinaire. Est-ce qu'il y a une histoire vraie qui te captive, un fait divers, un mystère, peu importe? C'est mon ex-beau-frère, celui-là même où j'ai dit tu devrais faire des podcasts, qui m'a dit un jour, tu sais, par rapport à tout ce qui t'intéresse, tu devrais aller voir Pythagore. Pour moi, Pythagore, c'est le théorème de Pythagore. C'est chiant, c'est les maths. J'ai pas gardé de bons souvenirs. Puis j'ai gardé ça, aller voir Pythagore. Puis je vais sur Internet. Et là, je découvre, donc Pythagora, ça veut dire annoncé par la Pythie. Donc, c'était une famille qui n'arrivait pas à avoir d'enfant à l'île de Samos. On leur annonce tout d'un coup qu'ils vont avoir non seulement un enfant, mais ils vont avoir un enfant qui a toutes les qualités et qui est un génie. Bon, la maman, elle est contente, donc elle l'appelle Pythagore. Et le type, déjà, il démarre, il apprend tout très, très vite. Et il est surdoué en sport.
et il va gagner 2 championnats de Jeux olympiques de boxe, de pugilat. Et alors le pugilat, ça se faisait à l'époque, c'était à poil. Dans tous les Jeux olympiques, c'était à poil. Et il n'y a pas de round. Tu tapes jusqu'à ce qu'il y ait un qui tombe et qui se relève plus. Et donc du coup, je suis allé m'enseigner un peu là-dessus aussi. Et le pugilat, il faut savoir que si ça dure trop longtemps, il y a un point qu'on appelle le climax. Et le climax, c'est que tu te mets en face de l'autre, tu lui mets ton poing dans la gueule, et si t'es pas arrivé à le descendre, c'est lui qui te met le poing dans la gueule. Et donc, c'est un peu comme au football, tu sais, là, le tir au but. Le tir au but. Et il a gagné 2 années d'affilée le championnat de pugilat, en sachant que il avait 1 an d'avance. Normalement, ça démarre à 18 ans. Il avait 1 an, donc il avait 17 ans. Donc déjà, comme sportif, il était bon. Chanter, il jouait de la musique. Il est formé à Memphis, où on lui apprend tout l'ésotérisme égyptien, d'un coup, en bloc. Et l'Égypte, à ce moment-là, c'était en 520 avant Jésus-Christ, est envahie par la Perse. Il est fait prisonnier par les Perses. Il est amené à Babylone. Là, il rencontre les sages de toutes les cultures qui sont fait aussi attraper par les Perses. Les Hébreux, le culte de Mithra, le zoroastrisme. Il est initié à tous les trucs. Et il s'intéresse à tout. Et il rentre à Samos, qui est occupé par un tyran qui s'appelle Polycrate. Il dit, ça va pas, donc je vais aller former à Crotone, donc en Italie, où c'était des Grecs qui vivaient dans le sud de l'Italie, une école, donc l'école pythagoricienne, dans laquelle il va inventer la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en faisant, grâce aux mathématiques, il disait tout est nombre. Il découpe une corde, et en coupant la corde, il trouve toutes les tonalités. Donc, il invente la gamme de musique. Il émet l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, que ce n'est pas le contraire, donc 520 avant Jésus-Christ. Et il trouve que donc la Terre n'est pas au centre de l'univers et que la Terre tourne autour du Soleil. Il lance la mode du végétarisme et il crée l'école dans laquelle il fait découvrir l'architecture, il fait découvrir tout, il crée le système des apprentis, compagnons, maîtres, qui va être utilisé après dans l'architecture et tout. Et en fait, le nombre de choses qu'a découvert ce type est immense. Mais il y a une chose qu'il n'a pas découvert, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qu'on lui attribue est en fait un théorème qui était déjà utilisé par les Égyptiens, notamment à Memphis. Donc c'est quelque chose qu'il a appris à Memphis, mais qu'il n'a jamais revendiqué. C'est le théorème utilisé par Pythagore. Il y a plein de choses qui sont issues de lui. En tout cas, il faut savoir que Socrate et Platon sont des élèves d'élèves de Pythagore. Hippocrate, tout ça, tous les grands, même Aristote, sont issus de la pensée de Pythagore. Pythagore, c'est le type qui a lancé la philosophie occidentale. Il a inventé le mot philosophie et le mot mathématique. Il jouait du théâtre. Il faisait des concerts. C'était le Johnny Hallyday de l'époque, dans lequel il avait inventé sa propre harpe, qui avait une corde de plus. Normalement, c'est 6 cordes, vu qu'il avait trouvé que il y avait 7 notes qui correspondaient aux 7 planètes. Il jouait de ça, il faisait des concerts, et tout le monde était dingue de lui. Il avait de l'humour, il était sympa. Par contre, il était pour un système élitiste, c'est-à-dire gouvernement par les meilleurs. Et pour que les gens soient bons, il a créé cette école pythagoricienne dans laquelle il y a une sélection terrible pour ne garder que les meilleurs et que les meilleurs instruisent les meilleurs. Voilà. Et c'était tout un système très très fort, moins 500 avant Jésus-Christ, donc même avant César, même avant tout, beaucoup de choses. Il y a un truc très surprenant sur l'école pythagoricienne. Donc c'était une communauté, c'était une sorte de secte dont Pythagore était le chef. Ceux qui l'aimaient pas disaient que c'était une secte, oui. Et il y avait des tas de préceptes très bizarre et assez mystérieux. Ah, des trucs que je connais pas. Notamment le fait que Pythagore détestait plus que tout les fèves. Et donc il y a une anecdote assez incroyable, qui est peut-être semi-légendaire, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient assez souvent, cette aversion pour les fèves. C'est un groupe de pythagoriciens, donc un groupe de la communauté de Pythagore, qui sont poursuivis, sans doute d'ailleurs par les soldats du tyran dont tu parlais tout à l'heure, et ces adeptes de Pythagore refusent de traverser un champ de fèves, donc ils se font capturer par les soldats ennemis, et ensuite, les mêmes soldats leur demandent « Mais pourquoi vous vous êtes arrêtés au champ de fèves? Pourquoi vous ne l'avez pas traversé ?» Et donc, il y a une femme dont j'ai oublié le nom, là, mais qui était une adepte de Pythagore, qui dit que
elle aurait préféré mourir plutôt que de traverser le champ de fèves, et elle préférerait traverser le champ de fèves plutôt que de dire pourquoi. Et donc, c'est resté un mystère, ce truc, on ne sait pas pourquoi Pythagore a cette aversion des fèves. Oui. Nobody's perfect. non, mais c'est intéressant parce que peut-être qu'il y avait des tas de choses comme ça, parce que les fèves, c'est une chose, mais il y avait des tas de préceptes. Par exemple, je crois que on devait pas pisser face au soleil. Enfin, il y avait des tas de trucs étranges. Mais peut-être que ça avait une portée symbolique à l'époque et ça s'est perdu, tu vois, dans les limbes de l'histoire. En tout cas, c'est très surprenant, effectivement. Prochaine question, cher Bernard. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde qui t'a particulièrement marqué ou étonné? Alors, en janvier 2025, l'année dernière, à peu près à la même époque, c'était le printemps en Antarctique. J'étais invité pour donner des conférences dans un bateau d'une société qui s'appelait Exploris. Et je me suis retrouvé à découvrir l'Antarctique. Je crois que pour l'instant, c'est un lieu encore peu envahi par le tourisme. Oui. Et ça me fait un peu peur d'ailleurs. Je suis un peu gêné d'en dire du bien. Faut pas que ça soit gâché comme beaucoup d'endroits. Je doute qu'on fasse exploser le tourisme en Antarctique. A priori, j'ai pas cette force de frappe. Il augmentait à toute vitesse. Et j'ai l'impression surtout d'être... Alors, première chose, comme toutes les initiations, il y a une douleur indispensable. Et la douleur, c'est le passage de Drake, ce qu'on appelle le Cap Horn. J'étais averti que ça allait secouer. Il y avait d'ailleurs le vent des globes qui passait aussi par là. Bon, ça secoue vraiment beaucoup. C'est la rencontre entre le Pacifique, donc c'est au sud de l'Argentine et du Chili, au sud d'Ushuaia. Et c'est là où se rencontrent le Pacifique et l'Atlantique et l'océan Antarctique. Donc trois mers qui se retrouvent là. Donc en dessous, ça secoue un max. Mais au-dessus, c'est des tempêtes qui secouent aussi un max. Résultat, notre bateau était très gros et très lourd. C'était un bateau pour 120 personnes. C'était pas les énormes paquebots, mais c'était quand même un très gros bateau. Et il y avait des barres anti-roulis qui sont des sortes de petites ailes qu'il sort sous l'eau pour maintenir le... Eh ben, j'ai piqué, j'ai compris le petit souci. Il y avait des sacs pour vomir partout. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas vomi. On était tous par terre à lâcher nos tripes. Il y avait peut-être juste le commandant du bateau qui tenait bien. Mais voilà. C'est marrant, j'allais dire, c'est un peu comme l'ayahuasca, on commence par vomir et après il y a le trip. Ouais. T'as traversé l'endroit du monde qui est le plus dangereux sur l'océan en tout cas, qui est réputé pour être le plus extrême, le plus dangereux. Oui, j'ai des amis navigateurs qui m'ont raconté que quand ils vont là-bas, quand même, ça se passe pas bien, quoi qu'il arrive, et qu'il faut... ce qu'on appelle Cap Horner, c'est les gens qui ont passé ce baptême-là. Et en tout cas, ça dépend. Il y a peut-être des jours où c'est pire et où c'est mieux, mais ça, plus le froid, ça va être très dur. Là, nous on était là tout le groupe en été, donc c'est pas très froid, mais je crois que de faire 2 degrés, ça allait. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, c'est comme si on s'était purifié. On s'est vidé tout l'intérieur de l'organisme, de tout ce que ça contient, et c'est autre chose. Et le pays lui-même, ce qui est surprenant, c'est les manchots. C'est comme si on était sur notre planète blanche. C'est pas des extraterrestres, c'est des manchots qui sont des sortes de petits bonhommes. On ne pense pas à des oiseaux tellement, parce qu'ils n'arrêtent pas de marcher. Ils ont des pistes et ils se promènent. Et si tu marches sur leur piste, ils te font comprendre dégage. Ils n'ont pas peur de l'homme parce qu'ils n'ont pas rencontré suffisamment d'hommes. Mais c'est dégage. Là, je dois aller là. Et ils ont des pistes par moment. C'est comme s'ils avaient 2 routes. Et il y a ceux qui sont à droite, ceux qui vont à gauche. Ils se croisent. Et c'est tout un petit monde de petits manchots. Il était interdit de prononcer le mot pingouin. Bien sûr, prononcer pingouin devait donner 10 € dans une boîte. Et oui, parce que précisons, parce que là peut-être que les gens vont être surpris, mais précisons que les pingouins volent et pas les manchots. C'est pas la même espèce. T'as toujours la petite info en plus, je ne savais pas. Ah oui, là ils volaient pas. Et alors ça sent le guano. Hein. Je peux te dire que ils ont partout leurs petites plumes. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs, ils ont une sorte de léopards de mer qui peuvent attaquer l'homme d'ailleurs. On en a vu quelques-uns.
puis, c'est un endroit pur, épargné de la présence il n'y a pas d'arbres. Et au point de vue décor, la différence avec le nord c'est une banquise, le sud c'est un continent. Continent, ça veut dire qu'on dirait les Alpes. C'est des montagnes, c'est un vrai... on est sur de la terre ferme et solide. Puis quand j'étais là-bas, du coup je me suis intéressé à la vie des explorateurs qui ont découvert le pôle sud. Et franchement, ils avaient du courage. Parce que nous, on est touristes, on est dans des conditions extraordinaires avec de la nourriture. Mais quand tu es coincé là-bas, que tu vas faire des voyages qui durent parfois 1 an, dans le froid avec de la graisse de manchot ou je sais pas quoi, pour te protéger. Et surtout le vent, parce que quand c'est l'été, c'est supportable. Mais quand ils vont en hiver, ça doit être la mort. Et puis surtout, le fait de s'aventurer dans l'inconnu total. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il y a en Antarctique, mais à l'époque, ils défrichaient, quoi. Donc, ils savaient pas sur quoi ils allaient tomber, sur quel type de créature ils allaient tomber. Ouais, il y a une course entre un Norvégien, je crois, Amundsen, et un Anglais qui s'appelle Scott. Et ça a très, très mal terminé pour l'Anglais, parce qu'il avait pris du matériel mécanique, alors que le Norvégien avait pris des chiens. Et donc, c'était l'organique contre le mécanique. Et la mécanique est tombée en panne à cause du froid. Et les chiens ont survécu. Donc, c'est Amundsen qui est arrivé là-bas. Et les autres sont morts dans des conditions abominables. Et là, il n'y a personne. On ne peut pas appeler les secours. Quand on est là-bas, on est loin de tout. Ah oui, tu peux pas être plus loin. Et d'ailleurs, il y a... Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de système, il n'y a pas une ligne. Parce que les avions, je pense, ils ont trop peur d'être pris dans les tempêtes. Il y a beaucoup de tempêtes. Il y a une zone qui s'appelle le pôle sud d'inaccessibilité. Donc, c'est le point le plus éloigné en Antarctique du reste du monde, quoi. Et il se trouve que dans ce pôle sud d'inaccessibilité, il y avait une base, alors je crois que c'était une base russe qui aujourd'hui est abandonnée, et dans cette base, il y a un buste de Lénine. Et donc ils ont laissé le buste, ce qui veut dire que quelque part, au milieu de nulle part, dans l'endroit le plus reculé en Antarctique, il y a un buste de Lénine au milieu de la glace, et je trouve cette anecdote extraordinaire. Alors il faut voir une chose, c'est que du fait de la guerre en Ukraine, la Russie, étant devenue un pays hors système, a décidé qu'il n'avait plus de raison de respecter les lois et les systèmes établis sur l'Antarctique. Et ils ont dit que maintenant, ils vont creuser pour trouver du pétrole, des minerais. Il y a tout un lac dans la zone russe. Et donc, je pense que là, maintenant, c'est fini. Le fait que ce continent-là est épargné de toutes les machines pour voler le pétrole. Oui, parce que... Et le gaz. Techniquement, c'est un continent qui n'appartient à personne. Il y a une convention internationale qui fait que l'Antarctique n'appartient pas à un pays. Ils n'ont pas le droit de faire du commerce et de l'industrie, mais il y a des territoires. Nous, on a la terre Adélie, qui est une sorte de tranche dans ce grand gâteau, dans lequel il y a une présence française et permanente. Et donc, tu allais là-bas... Pourquoi finalement? Pour donner des conférences. Ils m'ont payé pour que je donne des conférences dans le bateau. Dans le bateau, voilà. Dans le bateau. Et je leur ai parlé d'ailleurs de l'histoire. Je leur ai parlé un peu de l'Antarctique, mais il y avait des gens qui s'y connaissaient beaucoup mieux que moi. Je m'étais juste un tout petit peu renseigné. Puis je leur ai fait aussi des séances d'hypnose régressif, enfin le truc que je fais dans le spectacle, parce qu'ils étaient en demande. Il y en avait qui savaient faire ça. Ils m'ont demandé de le faire. Et ça leur a beaucoup plu. Donc je leur faisais pratiquement tous les soirs une version réduite de mon spectacle VIE. Ok. Tu peux effacer quelque chose de ta mémoire pour le redécouvrir à nouveau. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, la Corée du Sud, bon, il y a une phrase, la vie, c'est pas ce que tu veux, c'est mieux. C'est-à-dire, tu t'attends à quelque chose et tu as autre chose. Moi, depuis le début, quand j'écris Les Fourmis, mon rêve, c'est que ça soit un long métrage, un grand film à voir au cinéma. Et la deuxième idée, c'est que ça sorte aux États-Unis. C'est mes 2 plafonds de verre, les États-Unis et le long métrage sur les fourmis. Et le long métrage tout court avec des moyens. Et j'ai eu autre chose auquel je ne m'attendais pas, je ne savais même pas l'intérêt que ça avait. C'est tout d'un coup, la Corée du Sud m'invite là-bas. Bon, je me dis, moi j'aime mettre des expériences. Chaque fois que je considère que l'univers me donne des signes. Donc si on m'invite en Corée, c'est que je dois aller en Corée. Mais au moment où l'avion allait en Corée, je ne savais pas où était la Corée. C'est-à-dire que pour moi, la Corée, c'était
au-dessous de la Chine, du côté du Vietnam, parce nous, les Français, on se repère toujours par rapport à nos colonies. Et pour moi, c'était un peu au-dessus du Vietnam, entre le Vietnam et la Chine. Et j'arrive et je vois que non, c'est au nord de la Chine et c'est frontalier avec la Russie. Donc déjà, je comprends, ils ont un problème, ils ont des voisins gênants. Le Japon, la Chine et la Russie. Et en effet, les trois ont massacré les populations coréennes. Et c'était le paillasson des Japonais quand ils voulaient envahir la Chine. C'est le paillasson des Chinois quand ils voulaient repousser les Japonais. Et c'est un pays qui a énormément souffert. Et ils ont énormément souffert aussi durant la Deuxième Guerre mondiale où les Japonais ont kidnappé énormément de femmes. Ils ont fait une colonne entière de femmes qui ne servaient que pour les soldats. Et puis, les Japonais avaient mis en esclavage les Coréens. Ils ont des raisons de ne pas les aimer. Mais les Chinois aussi sont mal comportés. Et puis les Chinois et les Russes ont financé la Corée du Nord qui les a quand même envahis entièrement. Et dans leur histoire, c'est que parce que les Occidentaux ont pu arriver à monter une armée avec MacArthur qu'ils ont pu remonter jusqu'à Séoul. La guerre de Corée, quelque chose dont on parle très peu dans nos livres d'histoire, dans les années 50, ça a été terrible. C'était terrible. Et à la fin, MacArthur a dit « Je ne vois qu'une manière de terminer la guerre de Corée, c'est une bombe atomique sur Pékin ». Suite à quoi, le président américain a dit « On va peut-être pas aller jusque-là, on va redéfinir une ligne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. » Et depuis, ça ne bouge pas. Donc, je débarque dans ce pays dont j'avais découvert l'histoire, qui était un pays corché vif, je veux dire. Et là, je rencontre des gens formidables. Une mentalité, une sorte d'intérêt pour l'avenir, de curiosité de tout, de curiosité pour la France. Parce que du fait qu'ils sont entourés que de voisins pas sympas, ils veulent chercher des connexions ailleurs. Donc pour eux, ils sont très intéressés par les Européens, ils sont intéressés par la France, ils sont intéressés par l'Amérique, tout sauf les Russes, les Chinois et les Japonais. Et ils ont décidé de se venger du Japon en réussissant mieux qu'eux. Et pour réussir mieux qu'eux, vu qu'ils n'ont pas de matière première, ils ont misé à fond sur la matière grise et ils ont des écoles extraordinaires. Ils se mettent une pression énorme. Et là, maintenant, on voit émerger la K-pop, le cinéma coréen. On voit maintenant même la littérature coréenne, qui est un prix Nobel. Et puis, ils sont tournés vers le futur. Vu que leur passé est affreux, ils disent on va arrêter de réfléchir sur le passé, on veut être les meilleurs dans le futur. Donc on va bosser, ils ne ménagent pas leurs efforts. J'ai vu dans les écoles, ils démarrent à 6h du matin, ils prennent un sandwich et ils terminent à 11h du soir, quoi. Et ça donne des gens quand même qui vont être bons partout. Et sinon, l'expérience que j'ai eue en Corée, c'est l'expérience de la popularité extrême. À savoir qu'à un moment, on me dit il y a une dédicace, une première dédicace qui se fait dans une sorte de magasin, puis j'arrive et je vois qu'il y a partout la police montée à cheval et ce qui me semblait des manifestants, les zut, je suis arrivé en retard que des manifestants, et c'est pas les manifestants, c'est vos lecteurs. Et il faut voir quand même, il y avait une foule comme pour une manif, quoi, qui sortait dans la rue, qui continuait sous terre pour rejoindre, ça s'appelle le Kobo, là, leur Fnac local. Et je suis arrivé, je me suis dit, waouh, mais j'aurais jamais le temps de faire tous ces gens-là. Et donc là, j'ai mis au point une dédicace extrêmement rapide pour pouvoir gérer tout le monde. Oui, il faut préciser, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça, mais il faut préciser que le pays dans le monde dans lequel on lit le plus tes livres, c'est peut-être pas la France, c'est peut-être la Corée du Sud. T'as un succès phénoménal en Corée du Sud, et donc la première fois que tu es allé là-bas, tu en as pris conscience. Tu ne savais pas à quel point... Dès que je suis descendu de l'avion, déjà, il y avait toute la presse. C'est-à-dire là, quand je sors en France un livre, les premiers interviews, des interviews, ça arrive un mois plus tard. Là-bas, au moment où je descends de l'avion, il y a toutes les télévisions, plus tous les journalistes qui sont là pour une conférence de presse improvisée dans un hôtel juste à côté de l'aéroport pour pouvoir m'avoir tout de suite. Donc, en plus, j'avais le décalage, il y a quand même 14 heures d'avion. Je sors là, et puis hop, il faut tout de suite faire les interviews. Donc, c'est agréable. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose que on soit pas prophète nul n'est prophète dans son pays, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça soit là-bas que
que mon travail résonne le plus, parce que du coup, je peux me promener ici tranquillement. J'ai pas ce poids. Là, en Corée, je peux difficilement me promener dans la rue. Mais C'est fou de se dire que en Corée du Sud, t'es vraiment une superstar, parce que on t'a notamment demandé de lancer, je crois, le coup d'envoi d'un tournoi de baseball. oui, ce qui là-bas est énorme, ouais. Voilà, et t'es accueilli par le gouvernement, par les autorités locales. J'ai rencontré tous les présidents, oui. Ouais. Donc c'est phénoménal. Je veux dire, t'es un des auteurs les plus appréciés du pays, c'est dingue. Il y a... En fait, je crois que j'ai un blocage. J'arrive pas à me prendre au sérieux et j'ai le complexe de l'imposteur. Donc tout ça, je me suis dit, c'est parce qu'ils n'ont pas vu que mes bouquins ils sont pas si bien que ça. Alors après, je me suis dit, c'est parce que je dois avoir un très très bon traducteur. Et en effet, oui, tu l'as rencontré ? Ouais, j'ai en effet un très très bon traducteur, Monsieur Seouk Lee. Et le type, il était venu à Paris pour être sûr de pas trahir ma pensée. Et j'ai vu, il a fait un boulot énorme. Et il expliquait tout. Par exemple, si mon héros s'appelle Wells, donc il met référence à H.G. Wells et à Orson Welles. Okay. Mais Wells veut dire puis. Alors tout est expliqué dans un truc, alors que bon, en France, tout le monde s'en fout. Et puis, ils sont curieux. Cette chose que je considère la plus grande qualité, c'est la curiosité. Ce qui fait notre amitié aussi, c'est que toi, tu es un grand curieux. Et par moi, je suis effaré de voir que les gens ne sont pas plus curieux. Mais eux, ils s'intéressent à tout. Ils veulent être les meilleurs. Pour être les meilleurs, ils ont compris, il faut s'intéresser aux autres. Et il faut aller chercher les choses qui sortent de l'ordinaire. En France, c'est assez conventionnel. C'est-à-dire qu'on t'autorise à réussir que si tu rentres dans une certaine école, un certain esprit, il y a des mouvements littéraires, la nouvelle vague, tout ça, c'est identifié. Mais si on te dit, je fais un truc qui ressemble à rien, on dit, t'es rien, quoi. Voilà, il y a pas cet effet de recherche d'originalité. Tu vois, l'un de mes auteurs phares, c'est Philippe Cadic. J'ai toujours été surpris de voir que comment ça fait-il qu'un type aussi innovant, aussi original, n'ait pas été consacré de son vivant et qu'il a fallu attendre qu'il y ait Blade Runner qui sorte pour qu'on découvre Philippe Cadic puis Minority Report, mais c'est après sa mort. Pourquoi personne de son vivant s'est dit « Attends, mais lui, il a des idées vachement en avance ». Et peut-être que c'est le problème d'être pionnier, ça fait que tu es déconnecté du système. Enfin, tu n'as pas le soutien de système. Les systèmes n'encouragent que ceux qu'ils connaissent et qui sont identifiés. Si tu n'es pas identifié, voilà. Mais en Corée, ça leur pose pas de problème. En France, ça pose problème. Il faut dire que pendant longtemps, tu as été un peu boudé par les médias en France, par les critiques. C'est pas boudé, c'est ignoré. Parce que boudé, ça voudrait dire qu'ils disent qu'ils n'aiment pas mon travail, mais ils ne l'ont pas lu. Personne. Mais, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change quand même depuis quelques années. Là, tu étais carrément dans la plus grande émission de littérature en France, c'est La Grande Librairie. Donc, il y a quand même une réhabilitation, j'ai l'impression, sur le tard de ton œuvre. Ça fait que 35 ans. Non, je dois quand même... Attends, il faut quand même remercier, rendre à César ce qu'il y a à César. Je dois quand même mon décollage à Bernard Rapp, qui m'avait invité à Caractère. Et c'est cette émission. Donc, c'est quand même les journalistes. Et c'est ce journaliste précis, avec cette émission précise, parce qu'il n'y en a pas eu 10 000, il n'y en a eu qu'une, au lancement des Fourmis, qui a permis de créer l'engouement et l'enthousiasme. Je pense que si Bernard Rapp ne m'avait pas invité, je n'avais pas fait cette émission, je serais stagné dans des ventes extrêmement réduites. T'avais fait Apostrophe à l'époque ? Bien plus tard. Peut-être, il m'avait invité pour parler de Microcosmos, donc avec énormément de retard, même pas pour parler de mon livre, et en tant que spécialiste des fourmis. Et du coup, j'ai bien vu que personne connaissait mon travail, que j'ai débarqué là, Monsieur Fourmi. Et donc, ça, c'était pas aussi bien. Bernard Rapp m'avait dit, écoutez, j'ai tellement aimé votre livre Les Fourmis que j'ai lu 2 fois. Wow. Et vu qu'on était 5 invités, je me suis dit, putain, si pour tous les invités, il doit lire 2 fois le livre, ça doit être très long. Ouais. Et il s'était passé un truc terrible dans cette émission de Caractère qui m'a marqué. C'est que j'avais une petite oreillette parce qu'à côté de moi, il y avait Alvin Toffler, donc pour écouter le truc en anglais, qui est une sorte de géopoliticien très célèbre. Et j'entendais en permanence le bruit de l'oreillette. Et à un moment, Bernard Rapp se penche vers moi et puis il me dit « Mais Bernard Werber, est-ce que vous croyez vraiment
qu'un jour, les hommes et les fourmis... Et là, je dis, OK. Je me rappelle, un coach journaliste vous avait dit, faut jamais demander à reposer la question, et il faut toujours être positif, donc il faut dire oui. Alors je dis, oui. Et là, il me regarde effaré, il me dit, vous pensez vraiment ça? Je lui dis, putain, c'est quoi la question? De quoi il me parle? Et tu l'as su? Alors, j'ai jamais écouté. Mais par contre, il y avait un type à côté qui dit, je crois que quand Bernard Werber dit oui, en fait, il veut dire non. Et d'ailleurs, dans mon propre livre, et il revient sur son livre à lui, je parle très bien de ce sujet et tout. Et d'ailleurs, et en fait, ce type, il essaie de piquer du temps à tout le monde. Et il s'est dit, tiens, il y a une faille, parce que là, il a l'air complètement perdu. Et moi, je me dis, putain, c'est quoi la question? Et donc, tu l'as jamais su au final, mais l'archive doit exister quelque part. Oui, elle existe. Du coup, je suis curieux de savoir ce que c'est. Et on voit, c'est Lina qui l'a. Et même une fois, j'ai dû la mettre sur mon Facebook, mais je pense que ça devait être pourront communiquer ou s'entendront ou se détruiront, un truc comme ça. Mais sur le coup, j'étais déjà complètement affolé. C'est ma première télévision. Je tremblais. Et puis, j'étais passé en dernier. Il nous avait expliqué, voilà, l'émission dure 50 minutes, vous avez tous droit à 10 minutes. Et puis, vu que j'étais le dernier, tous ceux qui avaient débordé sur leur temps, faisaient que le dernier, j'avais que 6 minutes, quoi. Ouais. Et Rap dit, excusez-moi, zut, on n'a pas arrivé à tenir le temps. J'ai à peine le temps de parler du livre de Werber et tout. Donc, il était dans une sorte de, mince, j'ai envie de dire plein de trucs, mais j'ai pas le temps. Ouais. Et donc, j'ai compris qu'il y avait cette gêne. Moi-même, j'étais complètement dans le style, pensant qu'on arrivait en si peu de temps à faire passer des idées. Et à la fin de l'émission, celui qui m'a interrompu, il a sorti, quand c'était fini, il a sorti de sa poche un chronomètre. Et il a montré à son attaché de presse tout le temps qu'il avait piqué à tout le monde, dont à moi. Okay. Et Bernard Rapp l'a vu et il a dit, vous, je vous réinviterai jamais. Waouh. Mais tu te rappelles de l'auteur? J'ai compris, oui, mais je ne vais pas le dire. Bah non, bien sûr. Non. Mais j'ai compris qu'en fait, la guerre, c'est pour avoir des secondes. Ouais. Et que donc, chaque fois que tu laisses parler l'autre, en fait, tu perds une possibilité, toi, de toucher le public. Si tu pouvais avoir accès à une statistique sur ta propre vie, comme le nombre de pas que tu as fait, le nombre de mots que tu as dit, etc., qu'est-ce que ce serait? Alors, je suis très attentif à mes rêves, parce que je considère que les rêves, c'est des cadeaux que me fait mon inconscient, que mon inconscient doit piger et doit recycler pour faire des bouquins. Et donc, quand je me couche, je mets un système Sleep Cycle, pour pas le nommer, qui regarde mes cycles. Donc, j'arrive à voir les moments où je rêve, parce que c'est le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Donc, j'ai repéré qu'en gros, toutes les nuits, j'ai 4 petits films de 10 minutes. Et donc, déjà, quand j'ai repéré ça, je me suis dit, tiens, en fait, quand je me rappelle du rêve, c'est le dernier rêve. Mais il y en avait un avant. Donc, maintenant, j'arrive à me rappeler de 2, voire de 3 rêves. Voilà. Okay. Et puis, le temps de rêve, c'est le moment où je sais que je récupère vraiment. Un sommeil, si tu n'as pas de rêve, tu restes fatigué. Et c'est le moment où mon cerveau reboot. C'est-à-dire que si tu n'as pas du temps de rêve, tu restes à rabâcher les mêmes choses que la veille et tout. C'est le moment où on redistribue un peu les cartes. Pour demain, grâce au rêve, tu vas pouvoir partir de nouvelles voies. Donc le rêve est essentiel à ma créativité, et le rêve est essentiel à ma santé mentale. Est-ce que un rêve t'a déjà inspiré une histoire? Alors je me rappelle d'un rêve où j'étais au cinéma et je vois un film et je me dis, bon sang, ce scénario est génial. Je rêverais d'avoir inventé un scénario si bon. Et tout le moment, je regarde le film, je suis frustré de ne pas avoir eu l'idée. Mais alors dans le style, mais c'est un autre qui a trouvé cette idée. Et à la fin, il y a le générique, puis le truc, et je suis dans l'agacement. Et puis, je me réveille. Et j'ai dit, mais c'était un rêve. Et j'ai noté à toute vitesse l'idée, mais je l'ai jamais relue. mais je me rappelle, c'était un mécanisme d'une sorte de personne qui avait accès à un livre de destin qui lui permettait de savoir ce qui allait lui arriver. C'était un truc comme ça. Okay. C'est un système de boucle. Mais c'était très astucieux. Comme un anneau de Moebius du temps
Voilà, et c'était très très bien foutu. Ok. Donc, Bernard, je sais que tu aimes bien inviter parfois de nouvelles personnes à déjeuner pour rencontrer des gens. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'organiser un repas avec 2 personnes mortes ou vivantes de ton choix. Tu peux faire venir qui tu veux. Qui tu choisis? Je pense spontanément à Bouddha et Philippe Cadic. Je rigole parce que je visualise en même temps la scène. Philippe Cadic avait une formation de philosophe. Donc c'est un type qui allait assez loin dans toutes les philosophies et dans la connaissance de l'Antiquité grecque. Il était très solide. Et Bouddha me semble quelqu'un qui a compris l'essence même de l'humanité, à savoir qu'on est là pour souffrir et on doit mettre au point des techniques pour ne pas souffrir. Il y a dans une rencontre Philippe Cadic Bouddha la rencontre de la sagesse et de la folie. La sagesse pour Bouddha et la folie pour Philippe Cadic. Et les deux ont une dynamique très puissante et les deux peuvent bouger le monde. Il s'avère que finalement, on connaît plus les écrits de Philippe Cadic que ceux de Bouddha. Donc l'avantage de l'imprimerie est au plus récent. Mais Bouddha a transmis un principe de non-violence, un principe de respect de la vie, qui, à mon avis, est porteur d'un apaisement du monde. C'est-à-dire, il y a une connexion à « Ok, je suis une vibration de vie au milieu des autres formes de vie et je peux me connecter aux autres formes. Je ne suis pas au-dessus. La nature, je la possède pas. Si j'ai un lopin de terre, ces arbres et ces herbes ne m'appartiennent pas. Je suis juste en connexion avec eux. Maintenant, pour les humains, ils considèrent qu'ils font un droit de propriété sur la terre, un droit de couper l'arbre et tout. C'est une convention entre êtres humains, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est baisser la souffrance autour de moi, me connecter à la vie et me débrouiller pour que ma propre vie puisse rayonner sur les autres. J'adore ce mot, la chanson de Pink Floyd, « Shine on your crazy diamond ». Et c'est comme ça que je perçois le bouddhisme. C'est quelque chose qui t'aide à faire briller ton diamant intérieur. Et si on ne fait pas briller son diamant intérieur, eh ben on est venu là pour rien. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie entière où tu ne fais que avoir des bonnes notes à l'école, avoir un bon boulot, avoir une bonne famille, avoir la bonne voiture, avoir la bonne villa et puis la bonne retraite. Et t'as pas fait briller ton diamant intérieur, t'es passé à côté du truc. Et tu peux avoir une vie professionnellement qui a l'air pas terrible. Tu peux être berger comme mon ami Michel Vidal dans les Pyrénées et tu fais briller ton diamant intérieur et tu es en résonance avec tout. Et cette chose-là, c'est pas de l'argent. Ça prend pas dans l'école normale. C'est juste au moment où peut-être nos auditeurs entendent cette phrase, ils vont se dire je sens ce que ça veut dire. Pour certains, ça ne voudra rien dire. Et pour d'autres, ils se diront oui, j'ai un diamant intérieur, j'ai un truc au niveau du cœur qui émet de la lumière. Et il ne tient qu'à moi que ça rayonne plus fort. Pour Philippe Cadic, qui sera donc l'autre invité à la table, à la fin de sa vie, il savait plus vraiment distinguer la réalité de la fiction. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui, heureusement pour nous, a su faire briller ce fameux diamant intérieur, puisqu'il a écrit certains des plus grands textes de l'histoire de la science-fiction. Et je serais très curieux de savoir ce que les deux se seraient dit, franchement. Bah exactement. Ouais. Et, je pense que Philippe Cadic aurait plus occupé l'espace sonore que oui, Bouddha. Sans doute. Et Bouddha aurait mangé peut-être pas les mêmes aliments, parce que je crois pas que Philippe Cadic était végétarien. Mais Philippe Cadic avait une pensée élargie du fait de la consommation de LSD. Et il en parle très bien. Et à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Il en a consommé peut-être un peu trop. Et il était en cure de désintoxication. Et je pense que quand tu es drogué en cure de désintoxication, ça va être très dur. Surtout si tu as un terrain schizophrène et paranoïaque. Et il est mort à 52 ans, je crois. Ouais. Et comme tu le disais, le grand public l'a découvert avec Blade Runner. Et depuis, quasiment tous ces romans, toutes ces nouvelles ont été adaptées, que ce soit Johnny Mnemonic, que ce soit Minority Report. Quasiment, voilà,
toutes ces histoires ont été adaptées parce que c'était un génie visionnaire qui a eu des idées incroyables. Je pense à Ubik, notamment, qui est peut-être son chef-d'œuvre, et qui pourtant n'a jamais été adapté, mais parce que c'est un peu inadaptable. C'est une œuvre qui est tellement folle, qui est tellement surprenante, que personne ne s'y est attaqué. Et j'aimerais bien que ça arrive un jour. Alors, je dois te raconter un truc sur Ubik. Premièrement, j'ai découvert Philippe K. Dick parce que j'ai un ami qui s'appelait Francis Friedman, qui, quand j'ai débarqué à Paris, m'a expliqué que l'intelligence artificielle allait changer le monde. Donc, il m'a fait acheter mon premier ordinateur. C'était en 1983. Ah oui. Et il m'a montré comment il faisait le neuroconnexionnisme. Donc, il était déjà en avance à tous les niveaux. Mais il ne lisait qu'un seul auteur, c'est Philippe K. Dick. Je me disais, comment peut-on avoir l'esprit suffisamment étriqué pour ne lire qu'un seul auteur? Et au bout d'un moment, c'est un peu comme la minorité de tout à l'heure de l'expérience. Je me suis dit, pour qu'il reste tout le temps à répéter vert, 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 je vais aller voir si c'est bleu ou si c'est vert. Et je lis Philippe K. Dick. J'ai commencé par Le Maître du Haut-Château, qui raconte ce monde dystopique dans lequel les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Qui a été adapté d'ailleurs sur Amazon Prime. Voilà. Mais je lis Ubik, parce qu'il me parlait tout le temps d'Ubik, et je passe à côté du truc. Je veux dire, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et c'est quand j'ai relu Philippe K. Dick, ce moment où il y a cette phrase « Je suis vivant et vous êtes mort » sur la tombe, que je me suis dit, waouh, là, le mec, il a fait l'œuvre, le chef-d'œuvre absolu. Et bon, dans le cas du roman, je le spoil complètement, mais je crois que ça gâche pas le plaisir. Bon, c'est un roman qui a plus de 50 ans maintenant. Donc Oui, puis au contraire, moi quand je connais les éléments importants, ça me donne envie de lire le livre, ça me coupe pas. Mais c'est que le héros, depuis le début, croyait qu'il était vivant, mais il est mort. C'est ce qui a donné Le Sixième Sens, c'est ce qui a donné Les Autres, tous ces films qui sont arrivés dans lesquels on a eu l'effet waouh. En fait, c'est quand même Ubik qui est la première œuvre qui dit, attendez, le narrateur qui depuis le début vous explique comment il essaie de faire l'enquête, en fait il est mort. C'est juste qu'il s'en est pas aperçu, c'est tout. Voilà. Ouais. D'ailleurs, quand je fais le spectacle VIE, je propose aux gens de poser leurs mains sur leur cœur et je leur dis, si vous sentez pas votre cœur, 3 possibilités. La première, c'est que vous êtes mort et que vous n'êtes pas aperçu, sans référence à Dick. La deuxième, c'est que vous êtes un androïde de dernière génération auquel on fait croire qu'il a un passé de type humain. Et la troisième, c'est que vous êtes un extraterrestre qui n'a pas un système circulaire similaire au nôtre. Il y en a une quatrième que j'ai rajoutée, c'est que vous avez des vêtements trop épais pour sentir votre cœur. Alors Bernard, est-ce que il t'est déjà arrivé quelque chose qui reste sans explication? C'est une histoire qui m'est arrivée alors que j'avais 13 ans. J'étais en colonie de vacances à Hyères, près de Toulon. Et là, je vois un type qui est particulièrement classe, détendu. Il semble tout le temps calme et rien ne semble l'atteindre. Et je vais le voir, je lui dis, c'est quoi ton truc? Et il me dit, je fais du Raja Yoga. Je lui dis, tu peux m'apprendre? On avait 13 ans tous les deux. Hein. Et il me dit, oui, mais il faut se lever tôt le matin parce que je pars faire mes méditations sur le bunker qui est au-dessus de la colonie de vacances. Et si tu veux, tu viens avec moi. Et là, il m'a appris à respirer. Il m'a appris à maîtriser mes battements cardiaques. Et pendant un mois, j'ai été formé à ce que lui appelait Raja Yoga, mais qui était bien plus que ça. Il m'a appris à fixer mon regard. Il m'a appris à rester au fond de la piscine en position du lotus, sans remonter. Et puis, il m'a dit cette phrase, on pourrait dire presque bouddhiste, pas de désir, pas de souffrance. Il m'a dit, la clé du problème, c'est que tu as des désirs, c'est ça qui te fait souffrir. Dès le moment où tu renonces au désir, il n'y a plus de souffrance. J'ai dit, je crois que je ne suis pas prêt à aller aussi loin. Je vais rester avec mes désirs. Et il m'a dit, tu vas rester avec ta souffrance. Et j'ai jamais oublié ça. Et pour l'anecdote, il y avait... donc les autres gamins, les adolescents nous voyaient partir tous les deux là-haut. Il y en a un jour qui était du club de karaté qu'il y avait dans la colonie de vacances, qui dit, qu'est-ce que tu fais là avec Jacques, là, vous partez tout le temps le matin, ça énerve tout le monde. Je fais, écoute, que ça peut te foutre. Il me fait, ça nous fout que ça énerve tout le monde, on a l'impression qu'il y a le maître et son disciple. Je fais, ouais, et alors? Il fait, ça nous plaît pas. Il m'a attrapé, il m'a jeté par terre, et il y a 2 autres types qui m'ont tabassé. Et après, ils m'ont pas tabassé fort, mais c'était vraiment une agression gratuite. Et je rejoins Jacques et je lui dis, pourquoi il me tape moi et pourquoi il te tape pas toi? Il me dit, parce que moi, je suis
à un niveau où on n'a même pas envie de me taper. Toi, tu es à un niveau intermédiaire. Donc, tant que t'as pas atteint ce niveau-là, tu es accessible aux crétins jaloux. Et voilà, j'ai compris que la spiritualité demande une certaine discrétion. Si tu commences à vouloir dire « ouais, je fais la méditation », tout ça, tu fais chier tout le monde. Ou tu rends les autres jaloux. De toute manière, il faut être discret. Il faut pas faire de prosélytisme. Il faut juste dire « on a ses convictions, elles nous concernent à nous. Les autres, ils ont d'autres convictions. » Chacun sa pensée, chacun ses croyances, et tout ira bien. Le problème, c'est que dès qu'on veut convaincre quelqu'un qu'on détient une vérité, et là, on rentre dans un processus de violence. En tout cas, ce garçon, Jacques Padovani, m'a énormément apporté. En tout cas, il m'a donné un objectif dans ma vie, c'est un jour d'être aussi calme, aussi imperturbable que lui. Puis, il faisait tout en conscience. Quand il mange en conscience. Ça, il m'a appris à le faire. Et en fait, dernier petit élément par rapport à cette histoire, c'est que, donc, il m'a dit, tout vient du Raja Yoga, et mon professeur s'appelle André Van Lisbeth. Et le livre, c'est J'apprends le yoga. Il m'a donné son livre. Et plusieurs années plus tard, alors que j'étais à Versailles, je faisais une dédicace pour l'État d'Atonote, il arrive un monsieur qui se présente et qui est André Van Lisbeth. Je lui dis, vous êtes André Van Lisbeth qui a écrit le livre J'apprends le yoga? Il me dit oui. Il fait, je dois tout à vous, l'État d'Atonote, je l'ai écrit, inspiré par vous, les voyages astro, tout ça. Il me dit, ah bon? Je fais, oui, c'est un de vos élèves, Jacques Padovani. Il me fait, vous savez, j'ai tellement d'élèves, je ne me rappelle pas de lui. Il était quand même un peu spécial. Il fait, oh non, mais j'en ai beaucoup, non, je ne vois pas, Jacques Padovani. Et il m'a dit, c'est un tonneau, ça m'a éclaté, c'était tellement bien. Et je me suis dit, je suis admiré par le professeur du mec que j'admire. Wow. et c'est comme le triangle était refermé. Bouclé. Ouais. Mais je pense que les gens qui ont dû rencontrer Jésus-Christ à son époque ont dû avoir ce même sentiment. Il y a le type qui détient une info, une forme de spiritualité. Et tout ce que tu as à faire, c'est l'écouter et essayer d'être au niveau, quoi. Alors Bernard, quel est le dernier truc sur lequel tu as changé d'avis? Ouais, et je me suis toujours dit quand je serai très vieux et que je commencerai à être un peu blasé, j'apprendrai l'œnologie et je m'émerveillerai devant un verre en disant une date de la cuisse, en le reniflant, en le recrachant, tout ça. Tous ces trucs, ces rituels qui me semblent un peu superficiels. Et puis là, j'ai découvert une série qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. C'est mon fils Jonathan qui m'a dit va voir ça. Et je me suis dit, pour ça, on peut créer du suspense avec des gens qui, en buvant du vin, essaient de retrouver le cépage, l'orientation par rapport au soleil et l'année, et ça peut être un vrai moteur. Je crois que pour moi, toute forme de nourriture, ce n'est que de la nourriture ou de boisson. Qu'on puisse payer des sommes astronomiques pour manger des aliments, ça me semble une aberration, voire une obscénité. Qu'on mette le prix d'une voiture pour aller dans un restaurant manger même du caviar ou du foie gras, je trouve ça débile. Et l'œnologie, je me suis dit, c'est bien rouge, quand on va pas en faire. Mais il peut y avoir un moment où tu t'intéresses à quelque chose de très précis et ça te permet de créer une communauté d'autres gens qui s'intéressent à cette chose précise. Et ça peut créer une sorte de terrain, de passion. Je peux imaginer que dans le futur, je pourrais m'intéresser à ça. Mais dans ce futur, je m'intéresserai à ça, dans ma tête, je me dirais, ok, je suis devenu vieux. Alors, juste Les Gouttes de Dieu, c'est une série qui est adaptée d'un manga. Exact. Et il se trouve que dans ce manga, il y a un vignoble français qui est cité, donc un vrai vignoble qui existe réellement. Et un jour, donc, les propriétaires de ce vignoble qui avait une cave voient arriver des bus entiers de touristes japonais et ils comprennent pas ce qui se passe. Et là, ils découvrent qu'ils sont cités dans Les Gouttes de Dieu et ça les a rendus célèbres au Japon. Donc, voilà. Il faut savoir qu'ils digèrent très mal le vin. Je sais pas comment... C'est-à-dire qu'il leur manque un enzyme, tu connais ce truc, qui fait qu'ils deviennent tout rouges quand ils boivent de l'alcool. Mais vu que je tiens pas l'alcool non plus, c'est mon côté asiatique. J'ai peut-être pas les enzymes non plus, les bons. Merci Bernard d'avoir été mon invité. Merci à toi Patrick. Je me suis dit, j'avais vraiment envie de venir. Je me suis dit, si dans ma vie, j'ai pas fait le podcast avec Patrick, ma vie est incomplète. Maintenant, je peux mourir tranquille. C'est fait. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.